Aujourd'hui, je vous invite à poser vos pas dans une terre ancienne, une terre de silence et de mémoire. Nous partons pour la Bourgogne, au cœur secret de l'Auxois. Ici, le ciel descend bas pour caresser les collines, et les brumes du matin ne sont pas de simples vapeurs, mais le souffle lent d'une terre qui dort. Imaginez un sol gras, lourd, une argile amoureuse qui retient les bottes du marcheur comme pour lui dire « Reste, ne cours pas, écoute ». C'est un paysage qui ignore la frénésie de vos horloges. Ici, le temps ne se compte pas en heures, mais en saisons, en crues de rivière, en sève qui monte et qui redescend. C'est le temps des pierres et des chênes, une éternité patiente qui nous regarde passer. C'est dans ce décor immuable que se dresse une voix, celle d'Henri Vincenot. Il n'est pas seulement un écrivain qui trace des mots sur du papier. Non. Voyez-le plutôt comme un barde, un druide des temps modernes, un veilleur assis au coin du feu. Nous sommes au début des années 70, une époque charnière, une blessure ouverte. La France rurale, celle des gestes millénaires, bascule violemment. Le béton coule sur les prairies. Les machines rugissent pour effacer les sentiers. Et le progrès, dans sa marche aveugle, dévore l'humus sacré. Vincenot, témoin de ce grand basculement, ne crie pas de colère. Il chante une élégie. Il écrit le pape des escargots comme on bâtit une arche pour sauver ce qui peut encore l'être. Car il avait compris le mal profond de notre siècle. Écoutez bien cette vérité qu'il nous a laissée. La vitesse, c'est la mort. La vie, c'est le temps qu'on prend pour regarder, pour comprendre, pour aimer. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas un simple roman de terroir. Ne vous y trompez pas. Sous l'apparence d'une chronique villageoise se cache un traité de philosophie, une fable païenne d'une profondeur abyssale. Nous allons marcher aux côtés d'un vagabond que le monde juge fou, mais dont le regard est plus clair que le cristal de roche. Préparez-vous. Nous allons découvrir ensemble que le secret de l'immortalité ne se trouve pas dans les cieux lointains, mais là, tout près, caché dans la spirale parfaite de la coquille d'un escargot. C'est une invitation à réapprendre à voir. Bienvenue dans le champ de la terre. Laissez-moi vous parler de l'homme qui marche au centre de cette histoire. Il ne porte ni armure ni couronne. Son royaume est fait de poussière, de ronces et de sentiers oubliés. Il se nomme Gilbert, mais le vent qui souffle sur les plateaux et les voix des villages l'appellent la Gazette. Imaginez une silhouette usée par les saisons. Un cheminot qui arpente inlassablement les chemins vicinaux, son sac sur le dos, le pas lent et mesuré. Aux yeux du monde pressé, il n'est qu'un marginal, un pauvre air qui a perdu la raison. Mais si vous regardez avec le cœur, vous verrez la vérité. La Gazette est un prince en haillons. Ce qui distingue cet homme, c'est qu'il possède un don que nous avons pour la plupart laissé éteindre sous le vacarme de nos vies. Il possède la vue. Lorsque vous regardez un paysage, vous voyez des collines et des vallées. Lui, il perçoit le souffle. Il sent vibrer les forces telluriques, ces grands courants d'énergie qui circulent sous la croûte terrestre comme le sang dans vos veines. Il ne voit pas le monde tel qu'il paraît, mais tel qu'il est réellement, vivant, palpitant, sacré.
Il entend l'eau chanter sous la roche avant même qu'elle ne jaillisse en source. Gilbert est un pont. Il est le passeur silencieux entre le monde des vivants, aveuglé par le soleil, et le monde des ombres, celui des esprits celtes qui peuplent encore les forêts de Bourgogne. Il porte en lui la mémoire de la terre, cette sagesse ancienne qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se respire dans l'odeur de l'humus après la pluie. Regardez ses mains. Ce sont des mains de terre, rugueuses, tachées de bourre de noix. Ce sont les mains d'un sculpteur. Mais la Gazette ne sculpte pas comme les autres. Il ne cherche pas à imposer sa volonté à la matière. Lorsqu'il ramasse un morceau de bois mort, une branche de chêne ou de merisier, il l'écoute d'abord. Il lui demande ce qu'il contient. Il dit souvent que la forme est déjà là, endormie au cœur de la fibre, prisonnière de l'aubier. Son travail n'est pas de créer, mais de libérer. Avec son couteau, il retire doucement le superflu pour que le visage d'un saint ou le mufle d'une bête puisse enfin voir la lumière. C'est un acte d'amour et de délivrance. Les gens raisonnables, ceux qui ont construit des murs autour de leur cœur et de leur jardin, le regardent passer avec pitié ou méfiance. Ils disent qu'il est fou parce qu'il parle aux arbres et salue les pierres levées. Mais je vous le demande, qui est véritablement fou? Celui qui dialogue avec l'éternité? Ou celui qui ne sait plus écouter le silence? La folie de la Gazette est une sagesse si vieille que nous l'avons oubliée. Il est le gardien d'une flamme, le prophète aux mains de terre qui nous rappelle que chaque chose ici-bas possède une âme. Mais le silence, voyez-vous, est une chose fragile. Dans ce jardin de pierre et de vent, une ombre s'est levée. Elle ne porte pas le visage d'un ennemi déclaré, mais le masque séduisant d'une divinité nouvelle. On l'appelle le progrès. C'est ici que se joue le drame, le grand déchirement. Deux mondes entrent en collision, deux conceptions du temps qui ne peuvent se comprendre. D'un côté, il y a le temps de la terre, celui que nous avons respiré ensemble. Un temps cyclique, rond comme le soleil, lent comme la germination d'une graine. C'est le temps de l'éternel retour. De l'autre, voici venir le temps de la ville. C'est un temps linéaire, une flèche tirée vers l'avant, obsédée par la vitesse. Ce temps-là ne connaît pas les saisons. Il ne connaît que l'efficacité. Il trace des lignes droites là où la nature avait dessiné des courbes. J'aimerais que vous ressentiez la violence de ce choc, non pas comme un bruit, mais comme une blessure. Les premiers héros de cette invasion furent les géomètres. Avec leurs instruments d'optique et leurs jalons colorés, ils ont quadrillé le mystère. Ils ont mesuré l'incommensurable. Puis, derrière eux, sont arrivés les monstres. Henri Vincenot nous décrit ces machines avec une précision effrayante. Ce sont des bêtes de métal jaune, des engins d'acier froid qui ne connaissent ni la fatigue ni la pitié. Contrairement aux bœufs d'autrefois, dont le flanc chaud battait au rythme de l'effort, ces machines n'ont pas de sang. Elles ont des vérins à la place des muscles et de l'huile noire à la place de la sève. Elles ne caressent pas la terre pour la féconder, elles l'éventrent pour la traverser. Le paysage s'ouvre pour laisser passer l'autoroute et le train à grande vitesse. C'est une saignée. Les chênes millénaires, ces cathédrales de feuilles qui abritaient les esprits du lieu,
tombe dans un fracas de branches brisées. Les sources, jadis vénérées comme des divinités, sont busées, enfouies, étouffées sous le remblai. Et les hommes, les habitants de ces vallées, gardiens d'un savoir ancien, sont priés de partir. On leur parle d'indemnité, de confort moderne, mais on leur arrache leurs racines. Face à ce carnage, que fait notre ami la Gazette? Crie-t-il sa rage? Lève-t-il le poing vers le ciel? Non. La colère est un feu qui consume celui qui le porte. Et la Gazette est faite d'une étoffe plus résistante. Sa réaction est une immense tristesse, une mélancolie cosmique. Il se tient là, sur le bord du talus, témoin silencieux. Il comprend ce que les ingénieurs ignorent. Il sait que l'homme moderne a perdu le code. Nous avons oublié l'alphabet nécessaire pour lire le grand livre de la création. Ces hommes qui construisent des lignes droites croient maîtriser le monde, mais ils ne font que passer à travers sans jamais le rencontrer. La résistance de la Gazette est poétique. Elle consiste à rester là, à continuer de sculpter ses bâtons, à maintenir la présence de l'esprit là où la matière règne en maître. Il oppose la douceur de l'humus à la dureté du béton, car il sait, dans sa folle sagesse, que le béton finira par se fissurer, mais que l'herbe, elle, repoussera toujours. Approchez-vous maintenant du cœur battant de ce mystère. Laissez votre esprit se poser sur une image d'une humilité déconcertante et pourtant d'une grandeur infinie. Je veux vous parler de l'escargot. Pourquoi Henri Vincenot, ce sage aux racines profondes, a-t-il choisi cette créature lente et silencieuse pour porter la couronne de son œuvre? Pourquoi avoir fait de Gilbert, notre vagabond céleste, le pape de ce peuple minuscule? Ce n'est pas un hasard, c'est une révélation. Regardez la bête. Elle porte sa maison sur son dos, symbole d'une autonomie parfaite. Elle n'a besoin de rien d'autre de ce qu'elle est. Elle est une leçon de plénitude. Dans sa chair, l'escargot ignore la division qui déchire souvent le monde. Il est à la fois père et mère, mâle et femelle. Il porte en lui l'union des contraires. Il se suffit à lui-même pour aimer et pour engendrer. Il est, à sa manière, une image de la totalité du monde, un petit univers clos et complet qui glisse sur la rosée. Mais le véritable secret, celui qui doit vous éveiller, est gravé sur son dos. Observez sa coquille. Ne voyez-vous pas le dessin? C'est la spirale. La spirale est bien plus qu'une forme géométrique. Pour les Celtes, pour les anciens qui savaient lire les étoiles et les pierres, la spirale est le mouvement même de la vie. Elle part du centre, de l'origine invisible, et elle s'enroule, s'élargit, grandit sans jamais se rompre. Elle est le chemin de l'âme qui évolue. Elle est le symbole de ceux qui ne meurent jamais, mais qui se transforment sans cesse. Comparez cette courbe sacrée avec la ligne droite dont nous parlions tout à l'heure. La ligne droite, celle de l'autoroute, celle de nos ambitions pressées, est une invention violente. Elle a un début et une fin brutale. Elle coupe, elle tranche, elle mène inéluctablement vers un horizon fini, vers la mort. La spirale de l'escargot, elle, danse. Elle tourne comme tournent les saisons, comme tournent les planètes.
comme tourne le sang dans vos veines. Elle est une promesse d'infini. Elle nous murmure que rien ne s'arrête vraiment, que tout revient, enrichi par le voyage. En suivant la voie de l'escargot, on ne court pas vers la fin, on s'élève vers le centre. C'est ici que Gilbert, notre gazette, devient un pontife, un guide spirituel sans église de pierre. En se proclamant pape des escargots, il ne se moque pas du sacré, il l'élargit. Il nous enseigne une vérité panthéiste bouleversante. Le divin n'est pas enfermé dans les cieux lointains. Il est là. Il vibre dans l'herbe, dans la pierre, dans la bave argentée du gastéropode, dans le cri du jet. Gilbert parle aux bêtes comme on parle à des frères, car il sait que la même étincelle de vie anime le regard du cerf et celui de l'homme. Il devient le gardien de cette communion perdue. Le roman rural s'efface alors pour laisser place au conte initiatique. Nous comprenons que pour entendre la voix de Dieu, il ne faut pas élever la voix, mais se taire et observer. Et pour observer, il faut ralentir. C'est là le trésor que je dépose entre vos mains, l'éloge de la lenteur. Non pas la paresse, mais cette lenteur majestueuse qui permet à l'âme de rattraper le corps. Comme l'écrit Vincenot, la lenteur est la condition absolue de la clairvoyance. Si vous passez trop vite, vous ne verrez que le décor. Si vous prenez le rythme de l'escargot, alors et alors seulement, le décor devient transparent et vous apercevez enfin l'âme du monde qui vous sourit. La vitesse nous rend aveugles, la lenteur nous rend la vue. C'est en prenant le temps de regarder une simple coquille que l'on finit par y voir tourner toute la galaxie. Et maintenant, je vous demande d'ouvrir votre cœur plus grand encore, car nous arrivons au seuil du grand mystère. Nous approchons du moment où le chemin de terre semble s'effacer, non pas pour disparaître, mais pour devenir ciel. Regardez Gilbert, notre gazette, entamer sa dernière marche. Tout autour de lui, le monde qu'il a connu et chéri s'effondre physiquement. Les ronciers sont arrachés, les haies sont brisées, et le vacarme des moteurs couvre le chant des oiseaux. Pour un œil ordinaire, cela ressemble à une défaite. On pourrait croire que le vieux monde a perdu, écrasé par la roue de l'histoire. Mais Gilbert ne fuit pas. Il ne court pas le dos courbé par la peur. Observez sa démarche. Elle est légère, presque aérienne. Il se dirige vers le cœur de la forêt, vers le sanctuaire des chênes qui l'attendent comme des frères aînés. Il ne s'éloigne pas de la vie, il rentre chez lui, il retourne à la source. Le dénouement que nous offre Henri Vincenot n'est pas une tragédie. Il n'y a ni larmes amères ni désespoir. C'est une cérémonie silencieuse, une noce entre l'homme et la création. Lorsque Gilbert s'étend sur la mousse, au pied de son arbre tutélaire, il ne meurt pas au sens où vous l'entendez peut-être. Il n'y a pas de rupture. Il abandonne simplement son enveloppe, ce vêtement usé par les ronces et le temps, pour se fondre dans le grand tout. Imaginez une goutte d'eau qui glisse le long d'une feuille et rejoint l'océan. La goutte a-t-elle disparu? Non, elle est devenue l'océan. Ainsi en est-il de la gazette. Il devient l'humus qui nourrit les racines.
Il devient la sève qui monte vers la lumière. Il devient le vent qui caresse la joue des vivants et l'étoile qui veille sur les sommeils. Il se dilue dans la beauté du monde. C'est une fusion, une alchimie parfaite où l'âme retrouve sa vaste demeure. Cette fin est une victoire éclatante. C'est le triomphe de l'esprit sur la matière. Certes, le béton a recouvert les sentiers. Les ingénieurs ont tracé des lignes droites et froides sur le ventre de la Bourgogne. Mais je vous le dis avec certitude, ils n'ont gagné que la surface. Ils ont conquis l'écorce, mais ils n'ont pas touché le cœur. L'esprit du lieu, lui, est intact. Il survit, invisible et puissant, sous la carapace de goudron. C'est la victoire de la civilisation du chêne sur celle du béton. Le chêne plonge ses racines dans les profondeurs et tend ses bras vers l'infini, tandis que le béton, tôt ou tard, se fissurera sous la poussée d'une simple herbe folle. Gilbert nous laisse cette ultime leçon de sérénité. Rien de ce qui est vrai ne peut être détruit. Ceux qui savent aimer la terre ne meurent jamais tout à fait. Ils deviennent le paysage. Et chaque fois que vous marcherez en forêt et que vous sentirez une paix soudaine vous envahir, sachez que c'est leur présence qui vous accueille. Nous voici arrivés au terme de notre promenade. Comme le voyageur qui dépose son sac au bord du chemin pour contempler la vallée une dernière fois, prenons un instant pour rassembler les fruits de notre écoute. Le Pape des escargots n'est pas simplement un livre que l'on range sur une étagère une fois la dernière page tournée. C'est une graine que Henri Vincenot a plantée en nous. C'est une œuvre qui nous réapprend la noblesse de la vie simple. Elle nous murmure que le sacré ne se cache pas dans les temples de pierre, mais dans la rosée du matin, dans la patience de la bête et dans le silence de celui qui sait regarder. Aujourd'hui, plus que jamais, cette voix de druide résonne avec une puissance nécessaire. Dans notre monde tissé de câbles invisibles, où nos esprits sont sans cesse sollicités, fragmentés et gagnés par l'anxiété de l'immédiat, Vincenot se dresse comme un phare. Il est le précurseur d'une écologie spirituelle. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas sauver le monde si nous ne sauvons pas d'abord notre lien charnel avec lui. Il nous dit que la terre n'est pas un décor, mais une part de notre propre chair. Alors voici mon invitation pour vous. Ne vous contentez pas d'avoir entendu ce récit. Ce livre ne se lit pas, il se respire. Je vous invite, dès que vous le pourrez, à éteindre les écrans qui dévorent votre temps. Ouvrez la porte. Sortez. Allez marcher en forêt ou simplement vous asseoir sous un arbre. Cherchez votre propre rythme, celui qui bat à l'unisson avec votre cœur et non avec la pendule. Retrouvez cette lenteur profonde. Soyez, vous aussi, un peu pape des escargots dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir marché à mes côtés sur ces sentiers de Bourgogne. Emportez avec vous un peu de cette magie, un peu de cet humus et de cette lumière. Que la paix des grands chênes vous accompagne et que vous trouviez, dans chaque instant de silence, la force de l'éternité.